Ça peut être dictaire avec l'œil jaune, l'hydrobique conjugué. Les prurites, où il n'y a pas de d'éruption cutanée, et il y a par contre parfois des lésions cutanées qui apparaissent, essentiellement la lichenification et un prurigo. Et puis il y a d'autres signes dans les cholestases chroniques, l'amaigrissement, la stéatorée, les carences en vitamine A, D, E, K. On va surtout parler de la cholestase chronique aujourd'hui. Donc le diagnostic biologique de la cholestase, on rentre vraiment dans la sémiologie avec la cholestase. C'est essentiellement les phosphatases alcalines supérieures à 2 fois la normale. Sont associés éventuellement à l'activité de la 5-glycine qui peut augmentée toujours d'ailleurs, l'augmentation de la gamma-GT parfois, mais ce n'est pas systématique, les acides biliaires sériques, l'augmentation des transaminases, c'est essentiellement dans les cholestases aiguës, et puis le TP dénué, les internes regardent toujours quand les patients rentrent et qu'ils sont tout jaunes, s'il faut éventuellement mettre de la vitamine K pour les substituer. La gamma-GT, c'est un autre problème, c'est un peu la clé des pathologues, comme le trouble fonctionnel intestinaux pour les gastro-entérologues. Donc l'augmentation de la gamma-GT, le nombre de consultations, en tout cas, ce n'est pas le même mécanisme. On voit que la gamma-GT peut être augmentée avec l'alcool, le syndrome métabolique, toutes les atteintes hépatiques et biliaires, elle n'est pas du tout spécifique. Et elle est liée à une prolifération ductulaire ou glandulaire. Sur l'image, vous avez surtout tous les aspects noirâtres qui sont la gamma-GT. Il peut y avoir également des cholestases chroniques avec des gamma-GT normales, on va le voir. En particulier la cholestase bénigne. Alors l'anatomie, juste pour voir qu'en fait dans les cholestases, on va aller des gros canaux vers les petits canaux, et vous comprenez bien que plus ça va aller vers les petits canaux et plus on aura besoin de diagnostics biologiques ou histologiques. La sécrétion biliaire, donc je suis désolée, elle apparaît tordue, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. La bile, c'est 97% d'eau, elle est sur l'écoulement de substances qui sont produites par le foie dans le duodénum. On est obligé de revenir à la physiopathologie parce qu'en fait, il y a beaucoup de progrès dans la cholestase et ces progrès sont liés à une meilleure connaissance de la physiopathologie et donc de là va découler les progrès également thérapeutiques. Donc il y a sécrétion des acides biliaires au pôle biliaire, donc de l'hépatocyte ici, et qui va aller dans le canalicule, qui ensuite passe dans le ductule et dans les canaux biliaires. Et ça, c'est des phases très importantes parce que c'est là que vont se passer beaucoup d'effecteurs, de mécanismes de pompe. Et puis vous connaissez le cycle entérohépatique, 95% des acides biliaires sont recyclés. Alors la cholestase ici, c'est essentiellement, vous avez un hépatocyte, vous avez ici le pôle canaliculaire avec le ductule, et vous avez une pompe qui permet le passage des acides biliaires. Donc dans la cholestase, il y a une diminution de la sécrétion biliaire, il y a un blocage de ce pompage des acides biliaires, il y a une saturation des hépatocytes en acides biliaires, également ces pompes-là sont saturées, et les acides biliaires vont entraîner une augmentation de la synthèse des phosphatases alcalines qui eux-mêmes vont être ensuite déversés dans le sérum. 700 000 de bile normalement par jour. Et donc quand on regarde un petit peu les progrès qui ont été faits au niveau de la connaissance des transporteurs, de ces pompes, au niveau des hépatocytes, donc vous voyez ici le canalicule, on a vu les hépatocytes, et on a des pompes ici, des transporteurs très importants, en particulier celui-ci, le BSEP, qui est codé par un gène qui est ABCB11. Il a un cofacteur qui est un autre transporteur qui s'appelle FIC1, codé lui aussi par un autre gène, et il y a le transporteur des phospholipides, qui est le MDR3, que vous connaissez sûrement bien, et qui est codé par le gène ABCD4. Donc c'est très important parce que c'est là qu'on va pouvoir caractériser mieux ces cholestases. Donc ce transporteur, le BSEP, il assure la sécrétion biliaire et la captation de la bile au pôle sinusoïdal et la sécrétion ensuite ici dans le pôle canaliculaire. Donc il y a aussi également un courant biliaire et un courant hydrique qui existent. Donc plus loin, je suis désolée, il y en a une autre. Bon. Ici c'est le canalicule biliaire, donc je cite ici. Et il y a un autre transporteur qui est important qui est SCFTR, qui est codé par le gène ABCC7 et qui en fait va permettre donc d'échanger. Et celui-ci il est affecté dans les mucoviscidoses. Puis enfin il y a ici ce qu'on appelle le parapluie alcalin qui protège les acides biliaires de la protonation. En gros, si il n'y a pas la sécrétion de bicarbonate, l'acide biliaire va devenir protoné, il va détruire le cholangiocyte. Alors, on continue un petit peu dans les mécanismes. Je reprends celui de MDR3 parce que souvent on est confronté à cette problème de mutation. Donc si le transporteur MDR3 ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? On a un défaut de solubilisation du cholestérol, c'est un transporteur de phospholipides. Ces phospholipides permettent normalement aux acides biliaires sécrétés dans les canalicules et dans l'arbre biliaire de former des micelles. Ils privent eux-mêmes les acides biliaires de leur pouvoir détergent qui est toxique pour la paroi donc, des cholangiocytes et des hépatocytes.
Et on a également une atteinte des parois biliaires, et donc on a une cholangite chronique. Et vous voyez ici cette image, en fait, ce sont des calculs de cholestérol qui sont tout petits, qui sont en nombre très important, et qui sont très caractéristiques de ces mutations. Donc si on a vu un peu tous ces transporteurs, cette physiopathologie, qui a permis de comprendre mieux les cholestases génétiques et de les diagnostiquer, parce que vous en avez forcément dans vos patientèles. Et donc là, en grisé, ce sont les maladies de l'enfance, donc vous ne serez pas confrontés. Et par contre, vous en avez d'autres là qui apparaissent et qui sont donc liées à des mutations qui existent sur les transporteurs BSEP, FIC1 et MDR3. Donc vous voyez, il y a le HELPAC syndrome, il y a cholestase gravidique ici, qu'on retrouve également ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on fait des études génétiques, l'expression phénotypique est variable. Il y a des non-sens, des codons différents, des homozygotes, hétérozygotes. Quand vous envoyez une analyse génétique à Saint-Antoine, quand vous récupérez les résultats, eh bien, parfois, il y a des mutations nouvelles qui sont décrites, et donc il y a des expressions génotypiques et phénotypiques très variables, et qui donnent des manifestations cliniques variables. Alors, le SL avait montré ce diagramme là, qui est très bien, qui permet de bien comprendre ce qui se passe dans une cholestase. Quand on a des pistes cliniques faciles, tout va bien. Quand c'est plus compliqué, on va faire des biologies, anticorps anti-mitochondrie, facteurs antinucléaires. Et puis si on a des normalités, on peut aller jusqu'à l'IRM si on n'a pas de dilatation des voies biliaires intra-hépatique, et on va jusqu'à la biopsie hépatique. En tout cas, on doit faire des diagnostics de certitude. Et ici, vous avez les cholangites biliaires primitives, quand il y a les anticorps positifs, les cholangites sclérosantes secondaires ou primitives, et autres pathologies, c'est celle-là qu'on va voir. Alors, il y a en gros 3 types de cholestase. Obstructive, atteinte des grosses voies biliaires, obstructive, atteinte des petites voies biliaires, et non obstructive. Donc là, je vous ai mis les causes principales, il y en a plein quand on regarde dans les publications. En gros, il y a les tumeurs pour l'atteinte des grosses voies biliaires, tumeurs bénignes, cancer des voies biliaires, cancer du pancréas, les cystadénocarcinomes et métastases endobiliaires. Il y a les lithiases et les parasites, mais en général, ce sont des cholestases aiguës, donc le problème est réglé rapidement. Il y a les sténoses bénignes, les cholangites sclérosantes primitives, les cholangites à IgG4, pensez au dosage des IgG4, les sténoses post-opératoires, et puis d'autres pathologies qui sont plus rares, comme cavernome, Ranvier-Hössler, cholangiopathie ischémique. Et la liste n'est pas exhaustive. En tout cas, retenez que là, quand il y a une atteinte des grosses voies biliaires, c'est facile, on fait une cholangio-IRM, éventuellement le dosage des IgG4 sériques. Deuxième paragraphe, les cholestases obstructives atteintent des petites voies biliaires, et là on va aller faire des dosages sériques, les cholangites biliaires primitives, la CBP, on dit plus cirrhose biliaire primitive, vous le savez, les sarcoïdoses, les cholangites des petits canaux, les cholangites immunologiques, mais c'est souvent lié à des médicaments, c'est aigu, les GVH, les rejets en greffe hépatique, la mucoviscidose, le syndrome d'Alagite chez la pédiatrie, et le HELPAC syndrome, ce fameux HELPAC syndrome, et d'autres cholestases qui sont génétiques, ainsi que la ductopénidiopathique qu'il faut savoir rechercher. Retenez que là, vous devez aller d'abord dans le sérum, et puis faire les anticorps anti-mitochondrie, les GP210, les SP100, aller jusqu'à la biopsie hépatique, et si vous n'avez pas de diagnostic, aller jusqu'à l'étude génétique. Enfin, troisième volet, les cholestases chroniques non obstructives, qui sont liées à plein de pathologies hépatiques, l'inflammation, qui va créer en fait les transporteurs qu'on a vus tout à l'heure, et donc bloquer le pompage des acides biliaires, hépatite aiguë, les cirrhoses, la NASH, qui rentre aussi dans cette catégorie, les infections bactériennes sévères avec les cytokines qui bloquent les transporteurs, les maladies systémiques, les médicaments, essentiellement, si vous avez vu, des immunosuppresseurs, et puis surtout ce chapitre qu'on a vu tout à l'heure, avec ces transporteurs, les cholestases héréditaires. Donc il y a la cholestase familiale progressive, acronyme anglais PFIC, la cholestase récurrente bénigne, BRIC, et la cholestase gravidique, ICB. Donc quelles sont les manifestations extra-hépatiques des cholestases chroniques? On recherchera essentiellement les troubles de la coagulation, on l'a vu, les ostéodystrophies hépatiques, les atteintes osseuses, ostéoporose par exemple, les réponses anormales à l'hypotension, des hypersensibilités rénales et l'hypotension à l'hypoxie, l'asthénie chronique, toujours ce symptôme, l'hypercholestérolémie avec les dépôts de cholestérol caractéristiques, et puis l'exemphlie. Donc ici, surtout, je rappellerai qu'il faut aller jusqu'à la biopsie hépatique. Toutes les biopsies ne finissent pas en hémorragie, toutes ne finissent pas en embolisation. Il faut savoir poser le diagnostic d'une biopsie, l'indication de la biopsie pour avoir une certitude diagnostique. Quelle est l'évolution? Elle est grave. Si vous ne faites pas le traitement d'une cholestase chronique, on voit encore des patients qui arrivent, eh bien on va jusqu'à la cirrhose biliaire secondaire et toutes les complications. Et les facteurs pronostiques, c'est la bilirubine et la bilirubine. Alors comment on peut surveiller le traitement des cholestases?
la phosphatase alcaline est prédictive de l'évolution et elle va nous guider dans le traitement. Donc je ne pouvais pas vous faire un propos sur la cholestase sans rendre hommage bien sûr au professeur Poupon, qui était le pape de la cholestase. Et il y a des critères qui sont très importants, qui ont été décrits, qui sont les critères de Paris 2, c'est ceux-là qui sont essentiellement utilisés maintenant dans les guidelines thérapeutiques, où on regarde les phosphatases alcalines, et donc on doit guider notre traitement en fonction de la réponse des phosphatases alcalines à la thérapeutique. Il faut qu'elle soit inférieure ou égale à 1,5 fois la normale, et vous allez voir tout à l'heure que si ce n'est pas le cas, on doit changer de stratégie thérapeutique. Il y a d'autres scores, le Globe Score et la glanduline biliaire primitive. La CBP a beaucoup servi dans les études et a permis souvent d'avoir de nouveaux traitements qui vont sûrement trouver leur place dans d'autres causes de cholestase. Alors ici, vous voyez qu'en fonction des phosphatases, votre pronostic n'est pas le même. Si vous avez une phosphatase qui est bien contrôlée ou qui est mal contrôlée, votre survie ne sera pas la même. Et puis, on utilise aussi le fibroscan, genre hommage au fibroscan, qui nous aide à traiter les patients qui ont des cholestases, en particulier dans la CBP, c'est reconnu, ça a été publié par Corpéchaud. Et effectivement, si le patient a une élasticité augmentée, ou si il a une élasticité qui augmente entre 2 examens annuels, eh bien, ces malades-là doivent répondre à une autre thérapeutique. On ne peut pas les laisser évoluer, continuer à évoluer vers une fibrose. Donc, rentrons dans les traitements de la cholestase, quels sont les progrès? On a bien sûr notre fameux acide ursodesoxycholique extrait de la vie d'ours, traitement clé de la cholestase intrahépatique avec plein de qualités, en particulier cholérétique et immunomodulateur. Et ici, vous avez un schéma qui vous rappelle un peu tous les mécanismes multiples de l'AIDC. Alors, l'AIDC, Colurso et cholangite biliaire primitive, c'est dans les recommandations. L'ESL le recommande. Ça, c'était paru en 2017, dans les recommandations de la prise en charge de la CBP, qui sont déjà obsolètes, d'ailleurs, on verra tout à l'heure pourquoi. Et vous avez, en fonction de la réponse à l'AIDC, il y aura un groupe qui va avoir une survie bien meilleure sans événement que l'autre. Donc, c'est très important de voir comment votre patient répond au traitement. Et ne pas se contenter d'un bilan un peu amélioré. Il faut vraiment qu'il y ait une amélioration nette en dessous de 1,5 fois la normale. Alors là, c'est récent, ça a été à l'ISEL à 2019, où en fait Christophe Corpéchaud a montré, et ça c'est très important, que le Colurso prévient la récidive de la cholangite biliaire primitive en post-greffe. En fait, on a des patients qui sont transplantés pour CBP, et souvent ils ont des bilans hépatiques normaux, j'en ai une récemment, biopsie hépatique à 5 ans, dans un cadre d'un protocole de biopsie, bilan hépatique normal, réponse, récidive de la maladie auto-immune initiale. Donc vous voyez que c'est compliqué les CBP, vraiment, et donc il faudrait probablement, on le voit chez les patients qui ont le Colurso en préventif, on a vraiment une survie du greffon et moins de risque de récidive de la CBP que chez ceux qui n'en ont pas. Donc ça c'est tout récent. Alors je l'ai remis parce que ça me paraît important. Le LPAC syndrome, sachez y penser, il y a beaucoup de chirurgiens, il y a beaucoup d'hépatologues, de gastroentérologues. Pendant les universités d'endoscopie, on a eu une jeune femme qui s'est fait tester pour un fibroscan, et en fait, qui était dans une industrie pharmaceutique, et elle me dit, j'ai 22 ans et j'ai été opérée d'une lithiase. En fait, j'avais 15 calculs dans la vésicule. Et je dis, est-ce qu'on vous a fait une recherche de LPAC syndrome? Elle me dit non, mais dans ma famille, tout le monde a été opéré, dans les dames. Et donc je lui dis, surtout, il faut aller voir rapidement un hépatologue. Alors le diagnostic génétique, il est lent. Quand vous envoyez votre diagnostic à Saint-Antoine, ils sont surchargés de demandes de toute la France, mais vous avez toujours le diagnostic qui va finir par arriver. Vous pouvez très bien mettre de l'AIDC ou du Colurso en systématique en attendant d'avoir votre résultat, bien sûr. Puisqu'il faut 6 mois à 1 an pour avoir le résultat, il faut prévenir les patients. En tout cas, sachez y penser. Parce que les lithiases avant 40 ans chez une femme avec plein de petits cristaux de cholestérol, eh bien il faut faire un dosage LPAC. L'autre point que je voulais souligner, c'est les cholestases gravidiques. Soyez vigilants, la cholestase gravidique, 3e trimestre, risque de mort fétale, mais surtout, contrôlez après, parce que souvent ce sont en fait des gens qui ont des anomalies génétiques, des cholestases génétiques, qui décompensent au moment de la grossesse. Et donc, en fait, il faut absolument surveiller après, éventuellement faire un diagnostic génétique, mais surtout ne pas leur dire c'est bien, la cholestase est réglée, le bilan s'est amélioré, vous pouvez repartir, parce que c'est souvent des maladies génétiques qui sont révélées par cette cholestase gravidique. Alors, les nouveautés thérapeutiques, elles sont nombreuses. Vous avez vu, j'ai insisté sur la physopathe parce qu'il y a plein de cibles, il y a des effecteurs, et on va voir que les traitements apparaissent. Donc ici, vous avez le récepteur FXR, dont on entend parler beaucoup dans la NASH.
ici vous avez toutes ces qualités au niveau des acides biliaires. Et il y a des agonistes d'FXR qui ont été développés, en particulier l'acide obéticolique, et puis d'autres qui sont à venir également. Et donc l'acide obéticolique a montré son efficacité dans les CBP, hein, c'était une publication, où on a eu effectivement dans cette étude Poise, l'amélioration des phosphatases et l'amélioration des patients. Bon, je vais laisser rapidement parce que j'ai entendu la cloche, donc je me dépêche. L'effet secondaire qui peut être rencontré sous ocalivase, c'est le prurite, mais qui est en général régressif après amélioration de la posologie, diminution de la dose, puis ensuite on reprend la posologie optimale. Et l'étude Poise a été poursuivie ensuite, sans double aveugle, chez des patients, et on s'est rendu compte qu'en fait, l'ocaliva continuait à améliorer les marqueurs de cholestase à long terme et était bien supporté. Donc vous voyez, nouvel outil thérapeutique, hein, en adjonction avec le Colurso, vous avez l'Ocaliva que vous pouvez donner, qui est une réponse qui donnera une réponse satisfaisante, c'est le deuxième ligne thérapeutique. Et la posologie ici, c'est 5 mg une fois par jour ou 10 mg si le patient est un peu décompensé. Retenez que là, on va encore entendre parler de l'acide obéticolique, parce qu'en fait, dans la NASH, il y a une publication à l'ESL, étude Regenerate, et donc il y a une amélioration de la fibrose chez les patients qui ont une NASH grâce au traitement par Ocaliva. Alors, autre piste, les PPAR, je vais y aller un peu rapidement, donc là c'est le bézafibrate et la cholangite. Et donc on s'est rendu compte que les bézafibrates étaient très efficaces également, en association avec le Colurso, en deuxième ligne thérapeutique. Et donc dans cette étude que Corpéchaud avait faite à Saint-Antoine, il avait montré donc une efficacité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les recommandations, elles sont déjà obsolètes de 2017. Et donc ça fait partie des nouvelles lignes thérapeutiques, bézafibrate plus Colurso. Donc ici, il y avait une amélioration également du fibroscan, je passe. Autre molécule à venir, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a plein de recherches dans la cholestase. Donc des études de phase 2 qui sont en cours. Et puis il y a l'Elafibranor, hein, peut-être que certains connaissent, on a un protocole dans le service, GenFit, hein, pour la NASH. L'Elafibranor qui là aussi apparaît dans les cholestases. Il y aurait à l'ESL 2019, on a eu une publication sur Elafibranor et cholangite primitive, et peut-être encore un nouvel outil thérapeutique. Alors l'algorithme, ça c'est pour rappeler que la cholestase chronique c'est très important. Vous voyez qu'il faut utiliser les condos, l'IRM, les dosages sériques, la biopsie, etc. Et ça c'est pour ne pas vous intoxiquer, mais pour vous montrer qu'on n'a pas fini de faire des progrès dans les cholestases chroniques, parce qu'en fait il y a tous ces récepteurs où il y a de la recherche en thérapeutique. Donc le futur de la cholestase, c'est quoi? C'est d'abord les médicaments qui sont reconnus, qui sont le Colurso et l'Ocaliva. Et puis d'autres qui sont à côté, qui sont en cours de recherche et qui vont avoir leur place dans l'outil thérapeutique et la cholestase en dehors de la CBP, parce que finalement il y a beaucoup d'études dans la CBP. Donc le meilleur est à venir. Je rappelle que nous sommes centre de compétences à Limoges pour les maladies inflammatoires des voies biliaires avec Saint-Antoine, que nous allons avoir de nouveaux protocoles à venir pour la cholangite sclérosante primitive, donc des patients qui sont insuffisamment équilibrés sous Colurso peuvent être adressés pour voir si on peut faire des bithérapies. L'avenir, c'est les agonistes FXR et PPAR, c'est les combinaisons thérapeutiques, ça c'est sûr. Après, il y a d'autres questions qui viendront, ce sera les indications, hein, on a toujours la NASH en réserve. Et puis là, c'est Filfoy, hein, qui est très actif, hein, auquel nous sommes bien sûr affiliés, et qui vous pouvez regarder sur Internet. Alors je remercie en particulier le comité d'organisation, parce qu'aujourd'hui je rends hommage aux donneurs d'organes. Nous sommes le 22 juin, journée nationale du don d'organes, et grâce à M. Sautreau, il a accepté que j'intervienne ce matin. Les pathologies, normalement, c'est l'après-midi, car cet après-midi, nous avons une journée de grand public, hein, en faveur du don d'organes. Je vous remercie.